Le Bénin a décidé de rapatrier ses ressortissants qui se trouvent en Ukraine. Jeudi 3 mars 2022, les titres. Le Conseil des ministres de cette semaine a pris d'importantes décisions pour améliorer le système sanitaire du Bénin. Le Bénin clarifie sa position face à la situation en Ukraine. Quid de la gestion du carême pour les fidèles catholiques? Mesdames et messieurs, bonsoir. Réuni en session ordinaire ce 2 mars, le Conseil des ministres a pris d'importantes décisions pour améliorer l'accès et la qualité du système de santé publique. La transformation agricole et l'enseignement supérieur ont été également au cœur des décisions. Suivons le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léange Rungwedi, lors du compte rendu. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, dispositions réglementaires de mise en œuvre de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. À la suite du séminaire organisé à l'effet d'impulser une nouvelle dynamique au secteur de l'enseignement supérieur, il a été retenu d'engager des réformes en profondeur aux fins de sa réorganisation. Il s'agit particulièrement de asseoir une politique et un régime de gouvernance des universités nationales, mettre en place un mécanisme d'assurance qualité de recrutement des enseignants par l'instauration d'un fichier des aspirants, instaurer un dispositif d'évaluation de la qualité des enseignements et des enseignants. C'est pour concrétiser ces réformes que le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur, rémunération des personnes nommées dans les fonctions universitaires de direction, de même que les décrets fixant le cadre général de création et d'organisation des écoles doctorales dans les universités publiques, le cadre de création et d'organisation des chaires dans les dites universités, puis le décret définissant les modalités d'organisation de l'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Les ministres intéressés assureront la mise en œuvre diligente de ces actes réglementaires. En point 2, mise en place du cadre institutionnel chargé de la formalisation du compact régional du Bénin avec le Millennium Challenge Corporation MCC. Après la réalisation du compact Millennium Challenge Account 2, le conseil d'administration du MCC a retenu que notre pays est éligible à un nouveau programme, cette fois-ci de dimension régionale. Le dit programme est destiné à soutenir des projets dans le secteur des transports en vue de promouvoir l'intégration économique, l'accroissement du commerce dans la sous-région, ainsi qu'une meilleure coopération frontalière entre le Bénin et le Niger. Dans cette perspective, il incombe à notre pays de mettre en place un cadre institutionnel composé d'un comité de pilotage et d'une équipe technique de formulation du compact. Celui-ci sera notamment chargé de contribuer à l'identification de projets porteurs par les pays éligibles et leur présentation au MCC, la finalisation des différentes études de faisabilité et la validation avec le MCC des principales composantes du programme d'investissement régional, la réalisation des diligences techniques, environnementales, sociales, politiques et juridiques, la négociation puis la signature de l'accord de don. C'est à cette fin que le décret subséquent a été pris et les ministres concernés instruits à l'effet d'assurer le fonctionnement optimal de l'équipe ainsi constituée. Par ailleurs, le Conseil a marqué son accord pour la mise à disposition de la contribution financière du Bénin à la formulation du dit compact. En point 3, réorganisation de la pyramide sanitaire en République du Bénin. La nouvelle politique nationale de santé communautaire du Bénin pour la période 2018-2030 est orientée vers l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. À cet effet, au thème du décret adopté par le Conseil des ministres, l'organisation de la pyramide sanitaire vise à assurer la promotion de la santé, l'accessibilité aux soins de santé et garantir la qualité des services de santé ainsi qu'une gestion rationnelle et efficiente des ressources disponibles.
contribuer au processus de décentralisation, renforcer la participation communautaire, la reddition de comptes, la responsabilité des acteurs, ainsi que le partenariat entre les structures sanitaires, publiques et privées. Au chapitre des communications, en point 1, réalisation de l'étude de faisabilité de la mise en place d'un centre technique agroalimentaire au Bénin. La plupart des entreprises du secteur agroalimentaire, formelles ou informelles, sont peu compétitives et éprouvent des difficultés à s'ouvrir sur l'international. Le diagnostic effectué pour en déterminer la cause a permis de relever le manque de professionnalisme et de leur personnel, le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène et de production, de même que l'absence d'équipements modernes et performants. En vue d'accompagner ces entreprises pour l'amélioration de la qualité de leurs produits, ainsi que pour la mise aux normes de ceux-ci, le gouvernement a décidé de missionner un groupe de travail pour actualiser les études de faisabilité sur le centre technique agroalimentaire et faire ressortir la meilleure option adaptée à l'environnement économique actuel. À cet effet, le Conseil a décidé de la contractualisation avec un cabinet expérimenté. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche prendront toutes les dispositions nécessaires à cette fin. En point 2. Réalisation de diverses études dans le cadre de la construction d'un établissement hospitalier à Togbin et d'un centre de psychiatrie à Alada. La revue des établissements hospitaliers dans les départements de l'Atlantique et du littoral révèle, pour certains d'entre eux, un besoin de mise aux normes. De plus, les lieux d'implantation de ceux-ci sont désormais limités et n'offrent pas de possibilité d'extension ou de développement de pôles de spécialité médico-chirurgicales. C'est pourquoi le projet à réaliser consiste dans la localité de Togbin en la construction sur un même espace d'un centre hospitalier universitaire général, d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, d'un funérarium de 300 places. Ainsi, l'avènement de ce complexe sanitaire permettra de délocaliser et d'intégrer certaines spécialités actuellement dispersées dans les départements concernés. Sa réalisation aidera notamment à améliorer les capacités d'accueil ainsi que la qualité des soins offerts aux populations, développer des pôles de spécialité, puis faciliter la référence et la contre-référence. Quant au projet de construction d'un centre hospitalier universitaire de psychiatrie à Alada, en remplacement de celui de Djako au quartier Fidjro-C de Cotonou, il aura pour effet d'améliorer l'offre de soins en psychiatrie, la formation médicale et paramédicale dans ce domaine, la qualité de la prise en charge des patients sur un site plus adapté. Dans la perspective de la mise en œuvre de ce projet, divers prestataires qualifiés ont été retenus pour la réalisation des études de faisabilité architecturale, technique, d'impact environnemental et social irrélatif. En point 3. Construction d'un collège d'enseignement général moderne à Ganvié, dans la commune de Soava. Les études techniques et architecturales pour la construction du dit collège ont été conduites dans le cadre des projets touristiques à réaliser dans la cité lacustre de Ganvié en vue d'y loger un pôle de développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Les travaux intègrent notamment la construction des locaux administratifs, d'un atelier avec des aires de stockage, d'une bibliothèque, d'une salle polyvalente, d'une infirmerie, de vestiaires sportifs, d'un espace sportif extérieur, d'espaces récréatifs et d'un bloc sanitaire. En point 4, contractualisation pour l'assistance technique dans le cadre de l'accompagnement de l'Agence de développement du projet Semesiti. Le gouvernement entend renforcer les acquis appréciables de l'initiative Semesiti en mettant en place un pôle d'établissement supérieur d'envergure régionale et internationale de référence pour la formation technique et professionnelle. Ce faisant, il s'agit de contribuer à doter notre pays et au-delà, l'Afrique,
de centres d'excellence à même d'offrir des formations de pointe dans les domaines et secteurs productifs de l'économie tels que la transformation numérique, l'agro-industrie, les villes durables et intelligentes, l'hôtellerie et le tourisme, les technologies de la santé, l'énergie, la technologie de l'électronique, la grande consommation, la mécanique, etc. Pour y parvenir, cette plateforme régionale de formation comprendra les établissements en mode de délocalisation à travers des partenariats avec les écoles internationales, les établissements supérieurs d'excellence ouverts par l'État ou en partenariat avec l'État. Sa finalité est, en plus de dispenser des formations de pointe, de freiner l'immigration des élites africaines vers d'autres continents. À cet effet, un cabinet spécialisé a été sélectionné et sa mission consistera à accompagner dans toutes ses dimensions le projet de Semen City. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, les 10 et 11 mars 2022, du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique après une nouvelle sélection aux hautes fonctions universitaires de direction. À l'Université d'Abomey-Calavi, Institut de mathématiques et de sciences physiques, directeur adjoint, M. Vincent Apoin-Monwanou. Institut de formation et de recherche en informatique, directeur adjoint, M. Gaston G. Eda. École polytechnique d'Abomey-Calavi, directeur adjoint, M. Vincent Proginonto. Faculté des sciences agronomiques, vice-doyen, M. Augustin K.N. Aoudji. Faculté des sciences et techniques, doyen, M. Farid A.K. Babamoussa. École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication, directeur, M. Ferdinand Kpohwe. École de médecine, directeur adjoint, M. Ulrich B. Vaudouhet. École de pharmacie, directeur adjoint, M. Habib Ganfon. Institut national de l'éducation physique et sportive, directeur, M. Basile D. Agbodjogbe. Faculté de droit et de sciences politiques, doyen, M. Léon Josset. Faculté des lettres, arts et sciences humaines d'Adjara, vice-doyen, M. Joseph P. Sagui. Centre béninois des langues étrangères, directeur, Madame Rissikatou Mustapha, épouse Babalola. Institut du cadre de vie, directeur, M. Eloge Ogouale. À l'Université de Parakou, faculté d'agronomie, vice-doyen, M. Éric Virgile Bertrand Azando. École nationale des techniques en santé publique et surveillance épidémiologique, directeur, M. Tododjiche Thierry Armel Adoukonou. Faculté de médecine, vice-doyen, M. Mourtawakilou Gomina Assoumanou. À l'Université nationale des sciences, techniques, ingénierie et mathématiques, vice-recteur chargé de la coopération, M. Thierry Gorlon Gojo. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Edmond Kodjo Adjovi. École nationale supérieure des biosciences et biotechniques appliquées, directeur adjoint, M. Ebenezer Eweje. Institut national supérieur de technologie industrielle, directeur adjoint, Madame Yvette Sedjro Kiki Tankwinou. Institut national des classes préparatoires aux études d'ingénieur, directeur, M. Christian Djidjoho Akowanou. Faculté des sciences et techniques de Natitengu, doyen, M. Maouton Jonas Stéphane Hundjo. École nationale supérieure de Natitengu, directeur,
M. Innocent Djegbe. École de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage. Directeur, M. Sabas Atinleou. École d'aquaculture. Directeur, M. Simon Awansou. Directeur adjoint, Madame Diane Mathilde Poguet. École des sciences et techniques de conservation et de transformation des produits agricoles. Directeur, Madame Flora Chadaré. École de gestion et de production végétale et semencière. Directeur, Monsieur Apollinaire Adandonon, je vous remercie. Le porte-parole du gouvernement a profité du point de presse à l'issue du Conseil des ministres pour donner des précisions sur la position adoptée par le Bénin suite à la situation en Ukraine et la montée des prix du pétrole. La situation en Ukraine, ou pour être plus juste, la situation entre l'Ukraine et la Russie ne laisse personne indifférent. De par le monde, chacun peut observer les réactions, les prises de position ici et là. Le Bénin fait partie du monde et le Bénin n'est pas moins concerné par ce qu'il se passe de l'autre côté. Il va sans dire que pour le Bénin, les partis ont intérêt à se parler, à dialoguer. Le Bénin prône la paix. Le Bénin prône le retour à une situation normale afin que ces tensions soit derrière nous. Cela ne devrait pas étonner quand on sait que le 21 janvier dernier, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au corps diplomatique, le président Patrice Talon avait eu 2 phrases qui, de mon point de vue, devraient faire date. Il disait, dans son message en réponse à celui de la doyenne du corps diplomatique, à peu près ceci. Nous sommes au 21e siècle. Et les différends entre les États doivent davantage se résoudre par le dialogue plutôt que par la force. Cela, les générations actuelles doivent s'en convaincre. Et il ajoutait, les nostalgiques de l'époque où les tensions agitaient le monde et où les États pointaient leur puissance de feu les uns contre les autres n'ont probablement pas tiré tous les enseignements des drames que l'humanité a vécus inutilement au cours du siècle passé. Je crois que ces 2 phrases assez fortes qui traduisent la position personnelle du chef de l'État, mais aussi la position de son gouvernement. Et à partir de là, on peut donc comprendre la logique qu'il y a aujourd'hui à ce que, préoccupé par la situation qui prévaut dans cette partie du monde, le gouvernement béninois en appelle à un retour rapide à l'ordre normal des choses, afin que la paix ne soit pas davantage menacée dans le monde. Par ailleurs, et je subodore que vous devez avoir en sous-entendu une préoccupation concernant éventuellement nos compatriotes qui vivent dans cette région, que ce soit la Russie, que ce soit l'Ukraine. Et bien évidemment, je vous dirais que le gouvernement de la République est attentif à la situation qui prévaut et particulièrement donc au sort des Béninois. C'est pour cela que le département, ici le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, a instruit l'ambassadeur du Bénin qui couvre la région à l'effet de prêter une attention particulière à la situation de nos compatriotes qui pourraient avoir besoin d'être assistés, d'être secourus pour se déplacer éventuellement. Dans tous les cas, le gouvernement est attentif au sort de nos compatriotes et fera tout son possible pour les préserver de quelques difficultés ou de quelques dommages graves qu'ils pourraient subir du fait de ce conflit et qui doit, encore une fois, cesser au plus tôt. Chacun va observer malheureusement que les prix des produits pétroliers, donc le pétrole, l'essence, le gaz aussi, que ces prix vont connaître encore une augmentation, ici au Bénin comme ailleurs dans le monde. Et la situation qui prévaut, dont nous venons de parler, a déjà provoqué, chacun peut l'observer, une hausse des prix au plan mondial, le prix du gaz notamment, le prix des hydrocarbures, à telle enseigne même que certains grands pays producteurs qui
ont pris l'habitude de maintenir les prix à un niveau accessible pour leur population depuis toujours, ont été confrontés à cette réalité et donc ont été obligés d'ajuster leurs prix. Dans notre contexte, malgré les efforts du gouvernement pour soutenir les prix des hydrocarbures, donc les subventions, la hausse va se ressentir. Et elle aurait été encore plus importante si le gouvernement n'agissait pas pour atténuer en apportant une certaine subvention à ces prix-là afin que les populations ne soient pas obligées de débourser beaucoup plus que ce qu'elles déboursent actuellement ou ce qu'elles vont débourser dans les prochaines heures pour avoir ces produits-là. C'est vous dire que, encore une fois, si on tient compte de cette situation des prix et de la situation qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine, dont les impacts sur ce secteur ont commencé à se faire ressentir, le gouvernement du Bénin a particulièrement raison donc d'en appeler au plus tôt au retour à la paix. Parce que si rien n'est fait, si cette situation malheureuse se poursuit, les prix, il faut s'en convaincre, vont continuer à grimper. À moins que certains gros producteurs prennent des décisions conjoncturelles hardies pour compenser les faits. Mais cela n'est pas gagné d'avance et c'est pour ça qu'il faut en appeler au plus tôt à ce que les partis dialoguent, les partis se parlent et que l'ordre normal revienne. En bref, selon Jeune Afrique, le président Patrice Talon est en pole position pour succéder à son ancien homologue du Burkina Faso à la présidence de l'UEMOA. La même source précise que la nomination du président béninois devrait être annoncée dans les prochains jours lors d'une conférence extraordinaire des chefs d'État dans la capitale ivoirienne. Jeune Afrique informe aussi qu'en coulisses, l'entourage du président Patrice Talon prépare déjà son mandat à la tête de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. La conférence nationale des forces vives de la nation béninoise a eu 30 ans la semaine dernière. Plusieurs exposés ont marqué cette date. Le grand désir de changement qui a conduit le gouvernement révolutionnaire dans le couloir de cette conférence ont été évoqués par Constant Agbindinoukoun lors de son partage sur le Café Média Plus du 25 février dernier. Exécutif national, CEN, qui au milieu des institutions, fait partie d'autres institutions. Parce que n'oublions pas, en 1975, le gouvernement militaire révolutionnaire a créé le Parti de la Révolution populaire du Bénin, le PRPB, et a fondé la République populaire du Bénin. On s'appelait République du Bénin. On avait un drapeau, vert, jaune, rouge. On avait un sceau, on avait un hymne, qui sont les symboles de l'indépendance d'un pays. Mais le gouvernement a changé tout cela. Oui, il a fallu qu'on demande, père à son âme, au père Gilbert Daillon, de changer l'hymne pour que leur dise qu'il n'y a pas un autre hymne que celui-là, qu'ils peuvent aller changer, mais de ne pas lui demander d'écrire un nouvel hymne. Il a été courageux. Non pas seulement qu'il est le père de l'hymne national, l'aube nouvelle, mais il est un homme réfléchi, qui a de la suite dans les idées. À ce moment, on lui a demandé de changer. Et il a demandé pour quelle raison. On a dit, le chemin que nous avons pris depuis le 26 octobre 72 ne nous permet plus de lire l'hymne national de cette manière. Pour ceux qui connaissent le père Gilbert Daillon, il ne cache pas ses sentiments. Et il ne joue pas la langue de bois. Il a dit, messieurs, allez chercher qui vous voulez pour écrire un nouvel hymne. Celui-là est le meilleur que je puisse connaître. Non pas que je suis nécessairement l'auteur. Et ceux qui sont partis ne sont plus jamais revenus. Ils ont vite compris son message. Hormis l'enjeu géopolitique et économique, le comportement humain et les déviances politiques font partie des causes immédiates de la banqueroute nationale du Bénin en ces fins des années 90. Un extrait de la communication de Constant Agbindinoukoun choisi par notre rédaction. Ils ont changé le sceau et le drapeau a une couleur. Le drapeau a des couleurs, le rouge et le vert. Le drapeau du PRPB aussi a sa couleur.
Ça, c'est le rouge et le vert. Donc, on a fait tout ce qu'on veut. Ça a beaucoup duré. Et à partir de 1988, on a compris que la machine s'est complètement grippée. Et que ça n'allait pas du tout. Et que c'est la banqueroute. Il n'y a plus de banques qui puissent payer. Les sociétés qu'on a nationalisées sont devenues des gouffres et qu'on ne peut pas gérer parce qu'on gérait mal. De fil en aiguille, on a compris que l'État n'a plus les moyens de payer les salaires, d'octroyer les bourses et secours aux étudiants, de payer les pensions à ceux qui sont à la retraite. Nous étions déjà dans les années 80. Nous sommes plus précisément en 1989, où tout au Bénin était du diable, si vous me permettez le terme. À un moment donné, les agents permanents de l'État, c'est comme ça qu'on les appelle, les fonctionnaires, on ne pouvait plus leur payer les salaires et ça faisait 7 à 8 mois d'arriérés de salaire. Les bourses, c'est pareil pour les étudiants. Les retraités, c'est pareil pour leur pension. Ça fait mal. Et pourtant, 10 ans plus tôt, il y avait un bon rapport, 2 rapports qui sortaient, qui montraient que, bon, économiquement, oui, que c'était viable. Oui, viable. Oui, et puis, c'est ça. On s'est laissé aller. Et ce qui devait être bien géré, on a mal géré. Ce qu'on devrait faire pour conforter la révolution, puisqu'elle ne peut être qu'assise que du social et de l'économie, on ne pouvait plus le faire. Parce que ce n'est pas toujours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On nommait les gens comme on voulait. Ce n'est pas nécessairement ta compétence, c'est ton militantisme révolutionnaire qui comptait. Okay. Et ça, là, c'est la banqueroute au total. Les grèves perlées, les mouvements, surtout des étudiants, les mouvements de lutte, de radicalisation, ont asséné un peu partout des coups au pouvoir en place. Et sur le campus universitaire, les jeunes, les étudiants se sont mis en grève. Et pas seulement en grève pour rester à la maison, ils veulent tout casser. Faire parler d'eux pour qu'on sache qu'ils sont là. Avec le temps, les enseignants ont suivi le mouvement. Tout le monde a laissé la crème. C'est l'administration publique qui a suivi. Et tout le monde a débrayé l'administration publique. L'ONTB n'a jamais fait de grève. Et prenant conscience de ce qui se passait, l'ONTB a décrété d'aller en grève pour 72 heures. Et nous avons dit que c'est une grève d'avertissement. Sur le plan juridique, 22 cybercriminels présumés ont été présentés mercredi 2 mars 2022 au procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour des infractions d'escroquerie via Internet et blanchiment d'argent. À l'issue de leur audition, 17 parmi les 22 prévenus ont été déposés à la prison civile de Missirité. Les chrétiens catholiques ont entamé hier la période pascale, 40 jours de jeûne et de prière, une période qui les prépare à la résurrection du Christ et à la Pâque. Je vous invite à suivre Père Hubert Kedo-Winde qui insiste sur la nécessité d'adopter certains comportements afin de jouir des avantages du carême. Il est au micro de Quentin Amoussou et de Francis Farami. Pour bien vivre le temps de carême, le chrétien catholique doit prendre la décision de suivre le Christ et de changer de vie. Et pour suivre le Christ, la première chose à faire, c'est de se réconcilier avec le Christ et avec les autres. Et l'Église nous propose simplement la confession. La confession, c'est le moment de demander au Seigneur la grâce de la purification. Demander au Seigneur de nous désengorger, de nous désenclaver et de nous permettre de retrouver sa vie et sa lumière. Donc, c'est un nettoyage à faire d'abord. Deuxième chose, on nous envoie chez les plus pauvres, ceux qui sont dans le besoin, car le Christ est venu pour les miséreux, les pauvres, les malades. Alors pendant ce temps de carême, nous ferons comme le Christ. Nous serons le secours des autres. Nous serons présents au cœur des misères des autres pour les aider à sortir de tout ce qui les empêche de vivre pleinement la vie. Ensuite, nous devons également prier beaucoup. La prière nous permet d'avoir l'équipement spirituel pour le combat. Et en fin de compte, nous allons jeûner. Le jeûne nous permet de couper les liens du mal, car sans le jeûne, nous ne pourrons pas grand-chose.
En page société, le vulgarisateur est un artisan du métier de la pneumatique. Grâce à son métier et à son savoir-faire, il permet d'utiliser les pneus plus longtemps. Mais cette résistance exige un effort matériel et financier. Découvrons dans ce reportage de Quentin Amoussou et de Francis Rahami les risques du métier de vulgarisateur. La vulgarisation est une opération qui a pour but d'incorporer du caoutchouc à une matière afin d'en améliorer la résistance. Le vulgarisateur pratiquant cette activité fait face à des difficultés de toutes sortes. D'ailleurs, c'est un temps. Alors, je suis oiseau, dans les moraux, dans les d'ailleurs, Nabio de Daï, 100 francs, 150, 200, cacahuètes de 310. Je dis, les billets ici, regardez si nous, billets variés. Comme les chefs ils font loire. Vous avez mangé des picoles tcha, au léchi. Avec puis comme tout, c'est quelque chose avec ses motos, pour qu'on baille, qu'on glisse. Le ballon pour le rouler tout. Un jean babaye. Les abanchés qu'on va être chiché. On crée ma mère si bien. On a un bon lot. Les picoles là-bas chez Titi, on va banane. On livre ma chiché zone. Là-bas, Joe font quelque chose, là-bas, Joe. On a dit que on est bon. Et quand on a foutu, on va passer par vous. Tu vas dire, là-bas, les coiffeurs qui la fait chavon. On a fait du caché, les pieds quand on a foutu, tout le calé, c'est par vous. On a zimbi no ben. On a les cas quand on se ne font qu'on fa au cas d'atoun. Hormis les difficultés liées au matériel de travail, le vulgarisateur n'est pas en marge de la cherté de certains produits. Nous dénageons oiseaux, si nous demandons poulet et nous les sauvages pour nous dénager puis nous à taper. D'ailleurs, il y a 30 mamans il est bien valide, c'est 30 000 moi. Quand il est bien valide, moi comme on a il a dit pour la il y a de rapide à de quoi à honne à ma de quoi ici là et dernier connu de Madeleine là voilà il y a de cas ici vraiment aller côté ici vraiment en ziwa n'a connu en date bon en sous pas mais il y a quand côté bio de où de 500 000 deuxième de on a ça 250 000 300 000. La rentabilité de ce métier de la pneumatique est relative. Ainsi, certains vulgarisateurs ont inclus dans leur activité la vente des pneus. La page internationale de cette édition du 3 mars 2022 est un condensé des actualités en Ukraine, en France et au Vatican. Une compilation de Colombe Oussou. Au 8e jour de l'invasion russe en Ukraine, l'Ukraine a confirmé la prise de Kherson par l'armée russe. La Russie accentue ses bombardements sur les villes portuaires, mais aussi sur les territoires plus à l'ouest, près de la frontière polonaise. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé. Il a apporté son soutien à son homologue ukrainien et a dénoncé une guerre nourrie d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté à une large majorité une résolution condamnant l'agression russe en Ukraine. 1 million de réfugiés ont déjà fui les combats selon un nouveau bilan des Nations unies. Aux frontières de l'Ukraine, ils sont des milliers à attendre de pouvoir traverser vers les pays voisins. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi 3 mars la fin du port du masque partout où il était obligatoire dès le 14, sauf dans les transports et la suspension à cette date même du pass vaccinal lors d'une intervention au journal de TF1. Le pass sanitaire restera toutefois en vigueur dans les établissements médicaux comme les hôpitaux et les EHPAD, de même que l'obligation vaccinale qui s'explique aux soignants. Le pape François effectuera prochainement un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet, au cours duquel il visitera les villes de Kinshasa et de Goma. Puis, il se rendra au Soudan du Sud du 5 au 7 juillet à Juba, a annoncé ce jeudi
Un communiqué du Vatican. En page sport, la phase aller de la première étape de la Ligue professionnelle de basketball a connu son épilogue dans la conférence sud le mercredi 2 mars 2022. 3 matchs ont marqué la fin de cette phase au centre communautaire EYA de Cotonou. Colombe Oussou nous fait le point ici. Le champion en titre Aspac Basketball Club n'a pu confirmer sa suprématie face à Élan Coton BBC. Les deux formations ont démarré la rencontre avec beaucoup d'envie et de concentration, même si Élan Coton va gagner le premier quart-temps avant une timide réaction des Portugais au deuxième quart-temps. En début du troisième quart-temps, Fadil Alassane et ses coéquipiers d'Aspac se montrent plus agressifs et percutants dans la requête comme en défense. Les Bleus et Blancs très malins vont continuer à coller plein de fautes à leur adversaire pour remporter le carton. Élan Coton vient à bout de son adversaire sur le score de 77 à 62. Les consignes ont été respectées comme je le voulais, mais pas à 100% comme je le veux. Bon, et c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'on gagne le match et on l'a fait. Donc ça, merci beaucoup à eux, merci pour toute leur combativité dans le match. La première des choses, nous sommes venus sur un terrain qu'on n'a pas connu. On ne s'est jamais entraîné ici. On n'a pas de repères sur le terrain. Nous sommes venus nous jeter à l'eau comme ça. Vous savez, nous, à SPAC, moi personnellement, je prends chaque match. Je joue par rapport à chaque match. Aujourd'hui, Élan m'a battu de 5 points. Il reste encore beaucoup de matchs. Je l'ai vu jouer et j'ai expérimenté son terrain. On attend. Dans les deux premières rencontres disputées au centre Eyard de Cotonou, l'Éternel n'a pas été le berger d'Éternel Basketball Club, battu par Renaissance BBC 79 à 43. L'équipe est rentrée lentement dans la compétition et s'est améliorée de match en match. On va continuer à travailler pour la seconde phase et tout faire pour se qualifier pour la phase 2 du championnat. C'est notre objectif. Bon, mes impressions sur ce match-là, il faut le dire, mes éléments n'étaient pas vraiment présents, ça dormait beaucoup. On sentait plus en eux qui n'avaient pas vraiment envie de donner. Et voilà, quand vous vous retrouvez en face d'une équipe comme ça, vous avez beau motiver, si ça ne prend pas, c'est que ça ne prend pas. Le reste, je pense que bon, on va continuer à travailler, c'est le plus important. Emmanuel Loubegnon et Énergie Basketball ont étrillé AOL BBC 73 à 3. Dans le septentrion, les clubs de Parakou dominent le classement. Sans forcer, le vice-champion en titre a confirmé son statut de maître de la conférence Nord. Aspal Basketball Club est leader de la conférence avec 6 victoires en 6 matchs. Real Sport du coach Teddy Yedakbodo termine deuxième devant Bosco Star. Les Panthères de Djougou qui ont enregistré 3 défaites consécutives occupent la 4e place devant Atasport de Natitengu. L'apprentissage reste par contre difficile aux nouveaux admis dans l'élite. Tigers Basketball et Flèche Noire ont sombré durant cette première phase. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous rester fidèles. Bon carême à tous les chrétiens catholiques du monde. Bonsoir.